Alain qui a accédé à la demande de son ancien coéquipier des équipes de France des cadets, juniors, puis seniors, Michel Brousse, de participer à notre conversation, donc à nos mondos du vendredi. Alain, après avoir obtenu son CAPES de sport en 1973, passé 6 ans à l'INSEP et fréquenté l'école de judo avec les Pierre Albertini ou André Bourreau, et dont Mohamed Zouar nous a rappelé récemment les riches heures, profitera de l'opportunité de rejoindre la faculté des sports de Marseille en 1975. Si cela met un terme à sa carrière sportive, c'est aussi le début d'une aventure professionnelle de 35 ans, à former dans la filière combat, spécialiste comme généraliste, s'ouvrant à d'autres approches, tant techniques que pédagogiques. Mais c'est aussi retrouver son club formateur, le Judo Club Aubagné, et son professeur, Louis Mazy, figure du judo provençal et français. S'associant à la collaboration de passionnés du judo, il fonde l'AP Judo 13, où il enseigne toujours. Dès 2001, il écrit à la FFJDA pour demander une réflexion sur la pratique du Newaza, ce qui aboutira en 2005, autour d'Eugène Domagata, à la formation d'un lieu d'échange sur ce domaine et qui a préfiguré le centre d'entraînement aujourd'hui dirigé par Christophe Brunet. Cet appel, cette prise de conscience, date d'il y a donc maintenant 20 ans. Alors, Alain, et aujourd'hui, quel avenir pour le Newaza? Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci de m'avoir sollicité. D'abord, je voudrais dire bravo aux réunions que vous faites et à l'initiative que vous avez eue de lancer ces mondos. Franchement, c'est un super truc. D'avoir aussi ouvert la discussion sur le Newaza et de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Voilà. Alors, je voudrais préciser que depuis le changement de gouvernance de la fédération, je fais partie de la commission formation, mais par contre là, je m'exprime à titre personnel, donc ça n'engage que moi. Je vais essayer d'analyser de manière un peu la plus objective possible le Newaza, mais ça reste que mon point de vue, bien entendu. Et j'ai bien compris que le but de ces mondos, c'est de permettre des échanges. Donc, je vais être très rapide par rapport aux différentes diapos qui vont passer. Et on restera un petit peu plus sur celle qui touche de manière plus particulière le Newaza et bien sûr son avenir. Alors, sur cette première diapo, c'est un petit clin d'œil par rapport à Michel. Effectivement, on a eu une carrière en compétition tout à fait parallèle entre cadets, juniors, seniors, etc. Donc, Michel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'espère que je serai à la hauteur de ce qu'il attendait par rapport au Newaza. Voilà. Oh, pardon. Alors, première vidéo, vous voyez deux photos. On va commencer par celle de droite. Celle de droite, c'est mon professeur, M. Mazy, qui est 8e dan, à qui on a fait tout un dossier. Et puis, ce que vous voyez, c'est la remise par David Douillet de l'Ordre national du mérite. Ça n'a pas dû être très fréquent chez les professeurs de judo. C'est en partie par rapport à son palmarès exceptionnel à travers ses élèves, mais c'est surtout pour l'éducation qu'il a pu diffuser à des milliers d'Aubagné et de Ciotadens, parce qu'il était aussi sur la Ciota, pendant 65 ans d'enseignement, ce qui est quand même hors du commun. Ensuite, vous voyez le dojo à gauche, qui est le dojo du Judo Club Aubagné. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dessus. Je fais très court. C'est une cérémonie qu'on a faite pour le jour où, malheureusement, ce dojo va être remplacé par un dojo plus grand, plus dans les normes, tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est une manière de montrer le dojo, non seulement le mien, mais ça représente un peu tous les dojos de France. Et pour moi, c'est une partie très importante parce que c'est là que se fait ce que j'appelle la formation de base, qui démarre du premier jour où on monte sur le tapis jusqu'en gros au moment où on passe sa ceinture noire. C'est la période où beaucoup de choses se passent et c'est le moment où on se construit son image du judo,
qui déterminera beaucoup de choses, peut-être s'engager en compétition, peut-être devenir prof, etc. Voilà. Donc, je passe. Un petit passage sur les gens qui ont été un peu les moteurs du Névoisa en France, avec bien sûr Chozo Awazou, Serge Fest et Patrick Vial, qui d'abord comme compétiteurs, puis ensuite entraîneurs nationaux, puis ensuite intervenants dans en formation continue. C'est eux qui ont diffusé pendant longtemps beaucoup de choses sur le Névoisa. Ils n'étaient pas les seuls, mais c'est les incontournables, je dirais. En ce qui concerne les piliers sur lesquels est diffusé un peu le Névoisa, je regroupe la formation initiale, les diplômes d'enseignement, la formation continue et les grades dans une même rubrique, je dirais. Donc, je relève un peu les choses qui peut-être vont faire réagir un peu les gens. Pour moi, c'est des domaines où on met beaucoup plus l'accent sur le répertoire que sur la maîtrise et l'efficacité. Donc, peut-être qu'on verra après que ça a une incidence sur notre sujet. Aussi, en ce qui concerne la compétition, le Névoisa, on peut s'exprimer, mais dans des limites. Donc, c'est le moteur par rapport aux apprentissages, etc., avec les limites que il y a une prédominance dans les compétitions de judo du debout par rapport au sol, ce qui est, je ne remets pas ça en cause, pas du tout, ce qui est normal. Et donc, ça nous conduit à faire des séquences qui sont très courtes au sol, où si l'efficacité n'est pas immédiate, l'arbitre interrompt le combat par maté et tout le monde reprend debout. Alors, on voit une position où quelqu'un est à quatre pattes avec quelqu'un qui attaque par-dessus. Et pour moi, cette image est un peu symbolique. Le combattant qui est en dessous, c'est une manière de montrer qu'on tourne le dos à l'efficacité. Donc, ça peut être à plat ventre, etc. C'est-à-dire qu'on a un comportement qui est assez fréquent où celui qui se retrouve en position inférieure attend, en bloquant tout, que l'arbitre puisse dire maté pour qu'il reprenne le combat dans une position moins dangereuse. Et pour moi, donc, le Névoisa, plutôt que de le traiter d'une manière un peu isolée, pour moi, c'est un révélateur de l'ensemble du judo. D'abord, pour le point de vue de l'efficacité. Ensuite, par rapport à la démarche qu'on peut avoir sur la formation et aussi par rapport aux enjeux qui concernent la conduite je dirais, en haut lieu par la fédération, aussi bien de l'ouverture par rapport au Névoisa et d'autres disciplines, et aussi, je dirais, par rapport à l'image du judo. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Alors, je vais faire un détour par la pédagogie. En pédagogie, régulièrement, quand on veut orienter le comportement des élèves, on fait appel à des situations pédagogiques. Ces situations pédagogiques, on les détermine en donnant un but à chaque combattant, on définit des règles, des interdits, une durée, des positions de départ, enfin, etc. Et tout ça pour orienter d'une manière sélective le comportement des combattants sur un domaine relativement réduit. Et si je fais la comparaison avec le règlement de la Fédération internationale de judo, on se retrouve devant une situation grand format, mais une situation qui aussi donne des limites aux engagements des combattants. Et ce n'est pas anodin. Et bien souvent, le problème qui se pose, c'est que ces limites, on les transpose à tous les niveaux du judo. Donc, et c'est à ce moment-là que le règlement de la Fédération internationale est particulièrement réducteur, surtout en ce qui concerne la formation. Bien entendu, en ce qui concerne la formation du Névoisa.
On continue. Alors, j'ai retrouvé un article dans une vieille revue judo qui date de 72. Vous voyez le titre, c'est Les règles d'arbitrage minent-elles le judo? Et la phrase qu'il faut retenir, c'est celle qui souligne que la raison d'être des règles est de décider de l'issue du match de judo, on ne parle pas de combat, du match, et non de déterminer le judo en lui-même. Je pense que ça résume une bonne partie de mon exposé. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Alors, par rapport à tout ce qui est possible d'apprendre, de pratiquer, etc., il y a des niveaux qui vont réduire les possibilités des combattants. Il y a des choses qui sont un peu incontournables, qui sont dues au règlement, etc. Et puis après, il y a des limites qui sont peut-être insidieuses, qu'on accepte d'une manière tacite, sans forcément y réfléchir, et qui posent la question de la formation, aussi bien pour le Newaza que le Tatsuwaza. Donc, je suppose que là aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, je vais faire un petit aparté. Je vais vous demander d'imaginer, imaginons que les règles évoluent. Si on arrêtait les combats dès qu'il y en a un qui marque Wazari, avec les Wazari de maintenant, qui sont en fait des Yuko, et que pour accélérer dans les combats, on décide qu'au lieu d'attendre le hippon, on arrête au premier Wazari. On crierait au scandale. On dirait, on tue le judo, on est en train d'étouffer le judo. C'est exactement ce qui se passe sur le Newaza. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qui est possible de faire, on a une pression immédiate pour marquer un avantage. Si ce n'est pas fait, on passe debout. Donc, avec les problèmes que ça pose. Les atouts. Donc, j'ai listé 7 atouts qui me paraissent importants par rapport au Newaza. Tout simplement, c'est pour souligner la richesse, le potentiel et la richesse du Newaza. Et en fait, cette richesse conduit le Newaza à être un peu le parent pauvre du judo. Ça paraît un peu particulier, mais c'est un petit peu ça, de mon point de vue, bien sûr. Alors, on vient sur un peu le corps du sujet, c'est-à-dire l'avenir du Newaza. Actuellement, si on regarde ce qui se passe, le Newaza se diffuse dans beaucoup d'endroits. Donc, je prends le Newaza au sens large, c'est-à-dire le travail au sol, tout ce qui est possible de faire au sol. Et je me rends compte que le Newaza se pratique beaucoup à l'extérieur de la fédération de judo, à travers le jiu-jitsu brésilien, mais pas seulement, puisque la dernière fois, dernier Mondo, c'est Bertrand Moussou qui va en parler à propos du MMA, mais c'est aussi le sambo, c'est aussi le grappling, c'est aussi, je ne sais plus ce que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez une phrase que j'ai mise, quand je me regarde, je me conforte, quand je me compare, je me lamente. En général, cette phrase, vous la voyez en sens inverse. Notre problème, c'est que tant qu'on reste dans le monde du judo, il y a toujours des gens qui sont à un haut niveau, qui sont très forts en Newaza, qui, à la limite, légitiment notre fonctionnement, etc. Et puis, quand on se compare et quand on teste un peu d'autres activités, on se rend compte un peu de nos limites et peut-être des insuffisances qu'on a qui sont voulues et quelquefois sur lesquelles on ne se pose même pas de questions. Donc, tout à l'heure, Ikado a souligné que j'avais fait partie de la commission Newaza il y a quelques années. J'avais alerté la fédération. J'aurai peut-être l'occasion de dire à quelle occasion ça s'est produit. Et suite à ça, une commission a été constituée et on a mis en place le Jiu-Jitsu Newaza. Ce Jiu-Jitsu Newaza, il a ses avantages et bien entendu ses limites. Par rapport à, d'une manière un peu sommaire, je pourrais dire que l'effet d'entraînement qu'on souhaitait avoir au niveau des clubs et de la masse des judokas
n'a pas été au rendez-vous. Et ce que je vois sur les compétitions, championnats de France, etc., il y a des compétitions de bon niveau, mais souvent, on a tendance un peu à être des prestataires de services par rapport à des gens qui pratiquent des activités à l'extérieur et qui profitent de notre organisation avec le sérieux qu'on peut y mettre, le fait que les compétitions sont gratuites, etc. Donc, ce qui n'empêche pas que ce sont des compétitions très intéressantes, mais qui ne font pas trop, pour le moment, évoluer notre système. Alors, actuellement, on pourrait dire qu'il y a une opportunité avec le changement de direction, parce que jusqu'à présent, je ne cache pas que le dossier reste un peu sous le coude. Personne n'a vraiment fait avancer les choses, même si au niveau des compétitions internationales, on a des équipes qui sont encore performantes, etc. Mais ça ne représente pas un niveau général dans les clubs et un investissement dans les clubs sur le Newaza. Voilà. Pour moi, il faut entamer une rupture, et en particulier une rupture par rapport à la formation de base, ce dont je parlais tout à l'heure à propos des différents dojos. Alors, les axes d'amélioration, bien entendu, si je fais tout ce constat, j'ai derrière la tête des propositions, etc. Donc, on aura certainement l'occasion d'en parler. Je passe dessus et effectivement, à un moment donné, il y a un certain nombre de mesures qui devraient être coordonnées, mais qui ne peuvent s'appuyer que sur une prise de conscience et une volonté réelle de la part de la fédération pour changer les choses. Voilà. Entre autres, mon idée, c'est que quand on voit le poids que le règlement de la Fédération internationale pèse fait peser sur tous les étages de la formation, on a la formation de base qui est bridée par un règlement qui met tout de suite des gens dans un créneau très restreint qui ne permet pas d'évoluer. C'est mon point de vue. Voilà. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors là, vous allez dire, je me suis trompé de sujet. J'ai mélangé deux sujets, mais non. Ça a un rapport indirect avec notre sujet du Newaza, à savoir qu'il y a des fédérations qui se sont développées. Je dirais que quand j'étais compétiteur, je ne connaissais que la descente à ski, le slalom spécial, il n'y avait rien d'autre. Et puis petit à petit, on émergeait grâce à des nouveaux produits, des nouvelles des raquettes, des différentes technologies. Il y a des spécialités qui sont apparues, qui ont été intégrés dans la Fédération française de ski et qui ont permis à des gens d'évoluer sur des tas de choses qui étaient inattendues et qui ont abouti quelquefois à devenir des styles qui figurent aux Jeux olympiques. Il y a des fédérations plus proches de nous, comme la lutte, qui ont mis en place des compétitions avec vêtements, alors qu'au départ, la lutte, ça se fait torse nu et un short, en tenue de lutte. Voilà. Donc, ça veut dire que peut-être il y a des choses à se poser, des questions à se poser. Et je reviens pour terminer à notre dojo mythique. Voilà. Donc, je dis que c'est dans ce dojo que tout prend racine. Il y a non seulement l'image du judo, sa richesse, il y a le plaisir de la pratique, il y a beaucoup de choses qui se construisent à ce moment-là. Beaucoup de judokas qui ne dépasseront pas l'âge des minimes, qui auront arrêté avant, ils n'auront qu'une vision à propos du judo, c'est celle qu'ils ont pu se construire avec leurs professeurs dans leur dojo. Et pour moi, ça me paraît quelque chose de fondamental. Et pour résumer un petit peu ce que j'ai essayé de faire passer de manière un peu sommaire, le judo sportif, il doit prendre toute sa place. Il n'est pas question de rogner sur l'ouverture vers la compétition, vers la préparation olympique, etc. Mais par contre, il ne peut pas prendre toute la place.
ce que j'ai l'impression qu'il se passe actuellement, parce que d'une manière indirecte, on est tous focalisés sur ce même schéma. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr la porte ouverte à vos remarques et vos questions. Merci Merci. beaucoup, Alain.